chers collègues, chers amis, chers étudiants, je me réjouis de me retrouver parmi vous aujourd'hui autour d'une nouvelle table de travail qui proposera donc de nouvelles réflexions en vue de prolonger et d'enrichir celles qui ont été apportées lors de la séance dernière. Alors, sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à notre premier intervenant, qui est M. Al-Khalq Jeit. Alors, M. Al-Khalq Jeit nous vient de l'Université de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Nzovre d'Agadir. Je rappelle qu'il est écrivain et a publié donc 3 romans, entre autres une trilogie, Boualou, le joueur de tambourin, Embrasement et une histoire marocaine. 2 recueils de poésie sont également à signaler, entre autres Musique de pierre et Je me nourris de vie pour le songe. Il a par ailleurs publié 2 ouvrages de critique littéraire, Écriture de soi et spiritualité, et Espace et représentation, qui ont fait donc l'objet des publications de la Faculté des Lettres d'Agadir. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Il nous présentera, donc, il nous parlera aujourd'hui de littérature et nationalisme chez André Gide. À vous les parler. Merci. Merci, chère Salima. Mon propos, effectivement, s'articule autour de l'article très connu de Gide, Nationalisme et littérature. C'est donc un homme chargé d'instruction sur la question qui livre sa pensée sur les rapports complexes et piégés entre littérature et nationalisme. Il est capable de nuances et se définit comme un glaneur de vérité. Fidèle à lui-même, il usera de l'ironie dans cet article pour démonter à sa façon la doctrine nationaliste. Je le cite: « Tout a été dit, l'on ne peut que moins bien dire, on vient trop tard », lance-t-il aux jeunes traditionalistes qui constituent les principaux destinataires de l'article en question. Gide a fait dire à Édouard, le personnage principal des Faux-monnayeurs, que la pureté est ce qui l'intéresse et lui importe le plus au monde. Dans la logique de Gide, la notion de roman pur qui s'étend aux dimensions esthétiques, morales, politiques et sociales désigne une volonté d'ériger par l'art une morale de pureté applicable à tous les domaines de l'activité humaine. Aussi pourrait-elle lui permettre de déconstruire les représentations et les préjugés gravitant autour de questions majeures comme le nationalisme ou la sexualité. Je vais me contenter ici d'évoquer uniquement le rapport au nationalisme en m'appuyant sur son article « Nationalisme et littérature », en réalité les premiers et deuxièmes volets publiés dans Prétexte. Il commence par rappeler que chaque fois que l'on la colle à une idée ou à une discipline, le mot national devient objet de suspicion et de polémique, car il porte dans ses plis la tentation de l'exclusivité, je dirais même de l'exclusivisme. C'est un mot très chargé politiquement, effectivement, et avant de reprendre le noyau de sa réflexion sur la question, je dois dire qu'en matière de préférence et de référence, il n'a jamais accordé de crédit à l'idée des frontières et des visions nationalistes. Et joignant bien sûr l'acte à la parole, il s'était vertué à faire découvrir aux lecteurs français des auteurs étrangers par le biais de la critique littéraire et de la traduction. Humaniste convaincu, il dresse la littérature comme passerelle entre les peuples et s'abstient de la qualifier par un adjectif délimitatif, fixiste ou exclusiviste. Même s'il est admiratif de la littérature classique, il ne partage ni le pessimisme, ni le renoncement des traditionalistes qui soutiennent que la haute littérature
comme si la littérature ne pouvait se développer que sur une seule dimension, a une valeur représentative et présente en même temps un intérêt universel. Ces mêmes traditionalistes défendent d'autre part la théorie du centre, occupée par des auteurs qui flattent le tempérament et le goût français. Les auteurs qu'on pourrait qualifier logiquement d'excentristes ou d'excentriques ne répondraient pas à ce critère d'adéquation. J'entends l'équilibre puissant et la passion tempérée par la raison que les traditionalistes présentent comme les conditions de la beauté française. Mais en réalité, ces conditions de beauté ne sont pas exclusivement françaises. Le lecteur pressé de Gide ne manquerait pas de relever une contradiction entre le travail d'importation des autres que constitue la traduction et son aspiration à une morale pure. Gide a fait montre tout au long de sa vie d'un cosmopolitisme littéraire d'une rare ferveur. Il se révèle être ainsi le précurseur d'un humanisme moderne qui n'implique nullement un dénigrement de l'identité nationale. La traduction qu'il affectionne se veut avant tout un travail de purification des esprits et de lutte contre toute tentation nationaliste. Je me dois de rappeler ici que ce combat n'est pas le fait du seul Gide, mais le fruit d'un travail collectif mené dans le cadre de la Nouvelle Revue française. Le bémol qu'on pourrait y mettre réside dans le fait que le cosmopolitisme que la Nouvelle Revue française prône est, pour le moins qu'on puisse dire, élitiste. Les traductions étant limitées aux grands écrivains étrangers, contrairement à des revues comme l'Europe littéraire ou la Revue des Deux Mondes qui, elles, se sont ouvertes à des écrivains moins connus dans un vaste programme de réhabilitation d'une littérature considérée jusque-là, injustement, comme mineure. Mais ça, c'est bien sûr un autre débat. J'ouvre ici, avant de prétendre aller plus loin, dans la lecture, bien sûr, de l'article en question, j'ouvre une parenthèse historique pour rappeler que le contexte tendu par l'affaire Dreyfus et les relations difficiles entre la France et l'Allemagne, dans lequel ce cosmopolitisme taxé d'élitiste était confronté à sa naissance à une vision ultranationaliste. Toute la politique éditoriale des revues, ou presque, défendait l'esprit de la France unie face à l'ennemi, tout autant que les valeurs classiques, les valeurs dites considérées comme étant classiques. Il y avait comme une espèce de frilosité, nous avions parlé hier de peur. Dans le cas de ces revues, il y avait comme une espèce de frilosité nationaliste, dont l'exemple parfait est la Revue Blanche. On a vu ressurgir alors la peur injustifiée de l'autre, et même se renforcer dans l'entre-deux-guerres, ce discrédit des cultures autres est même mué en une défense aveugle et obsessionnelle de la culture française contre toute incursion étrangère. C'est André Gide qui va riposter avec le plus de fougue face à cette vision ultranationaliste incarnée principalement par Maurice Barrès. Dans son article à propos des déracinés de Maurice Barrès, mais principalement aussi dans l'article Nationalisme et littérature, Gide procède, à mon sens, à une déconstruction de la théorie de l'homme fort, enraciné dans sa terre natale et se nourrissant de ses seules valeurs. Il va même juger l'enfermement sur soi comme une faiblesse et un appauvrissement en comparaison avec l'ouverture sur l'autre et le monde qui augmente considérablement le potentiel de perfectibilité de chacun et de chaque nation. Ces œuvres de fiction en sont la parfaite illustration. Donc je vous renvoie ici au seul texte L'Immoraliste et Les Fonds monnayeurs. Ce que je voudrais dire en évoquant ces deux exemples, c'est que Gide va proposer un métissage culturel et littéraire. Il est pour un être diversiel, puisant son équilibre personnel dans l'ensemble des éléments qui le composent. Il prend donc à contre-pied les théories de l'identité nationale et de l'esprit français. Il fait l'éloge avant l'heure de l'hybridation et rappelle que les plus grands artistes français en sont finalement le produit.
Ce qui fait la richesse d'une littérature, développe-t-il dans Prétexte, toujours, c'est de tout temps un heureux confluent de races, un mélange que les nationalistes déplorent, l'hybridation, le déracinement et la transplantation qui permet la fusion des génies. Il avance alors le concept d'hétérogénéité et estime que le progrès de la France en dépend. Il s'appuie sur son exemple personnel, sur sa vie, pour conduire son argumentation. Car en plus d'être issu lui-même d'une double origine, géographique, religieuse, morale, culturelle, il dit sa dette envers les écrivains allemands et à leur tête Goethe, pour cette littérature cosmopolite qu'il incarne à ses yeux. Il avoue même s'y reconnaître, au sens très fort de reconnaître, se reconnaître en les autres. Je le cite, « C'est une grave erreur de prétendre que le bienfait d'un grand auteur s'arrête aux frontières de son pays. » C'est donc Goethe et ses critiques. Il estime devoir énormément aux Russes, également, notamment de Dostoïevski, à qui il va emprunter, entre autres, l'idée d'individualisme, en ce sens qu'il le rattache au cosmopolitisme, car situé aux antipodes de l'égoïsme et de l'égocentrisme, comme l'est le cosmopolitisme de l'internationalisme. Si l'internationaliste cherche des ressemblances dans la diversité des sociétés et des cultures, le cosmopolite, lui, est curieux de ces ressemblances qui lui permettent de cultiver sa différence. L'enrichissement attendu n'implique pas, vous l'avez compris, effacement ou suppression, mais renforcement des différences. L'authenticité s'en trouve intacte. Pour en revenir à l'idée de littérature nationale, je dois aussi préciser qu'elle est fondée généralement sur la croyance en un rapport privilégié entre une langue et une nation. S'en prenant aux nationalistes de son pays, qu'il qualifie sans embâche de nombrilistes, et leur milieu de sclérosés, Gide défend l'idée, en apparence paradoxale, selon laquelle les artistes les plus humains et les plus universels, les plus aptes à toucher un public mondial, seraient finalement les dépositaires du génie de leur peuple ou de leur nation. Je le cite, « Les œuvres les plus humaines, celles qui demeurent d'intérêt le plus général, sont aussi bien les plus particulières, celles où se manifeste le plus spécialement le génie d'une race à travers le génie d'un individu. Quoi de plus national qu'Échille, Dante, Shakespeare, Cervantes, Molière, Goethe, Ibsen, Dostoïevski? Quoi de plus généralement humain et aussi de plus individuel ?» Fin de citation. Toute littérature est donc l'expression d'un peuple. La littérature d'intérêt général est en même temps la plus particulière, exprimant le génie d'une nation à travers le génie d'un individu. Dans son éloge funèbre de Maxime Gorky, il continue de s'appuyer sur cette thèse pour établir une équivalence entre les dimensions individuelles, nationales et universelles. Je le cite, « Aucun écrivain russe n'a été plus russe que Maxime Gorky. Aucun écrivain russe n'a été plus universellement écouté. » Fin de citation. Il lui semble alors logique et vrai dans le même temps que le concept de littérature nationale enferme les écrivains dans des identités étouffantes, car souvent stéréotypées. L'accès donc à l'universel passe tout de même par la recherche d'une forme d'authenticité qui n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Pour lui donc, l'universel et le particulier entretiennent forcément des relations d'interdépendance, dans la mesure où le créateur ne peut prétendre à l'universel qu'en poursuivant d'abord la quête du local, en le creusant jusqu'à ce qu'on émerge de l'universel, comme le soutient Goethe. Si j'ai fait de l'article de Gide le noyau de mon intervention, c'est parce que son propos me semble toujours vivant, toujours actuel. Il nous apprend que nous sommes capables d'effectuer la synthèse d'influences culturelles variées, capables de faire en sorte que ce qui combat en nous, nous sommes capables de le faire dialoguer. La littérature francophone, et c'est là une piste de recherche
ou une idée que je propose pour le débat, la littérature francophone apporterait dans ce cas-là la goutte d'eau susceptible de régénérer le vieux bois de la littérature. C'est peut-être ici une hypothèse qu'il serait, à mon sens, important et intéressant d'étudier. Si l'on suit ce raisonnement, l'écriture aurait vocation à parler du monde tel qu'il est et à nous ouvrir au monde et non à nous replier sur nous-mêmes. C'est là la véritable vocation de la littérature, produire des œuvres de portée universelle en proposant toujours une lecture du monde. L'écrivain est celui qui tente de défaire les énigmes autour de lui et, ce faisant, nous livre les moyens de nous connaître et de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Mais ce n'est pas sa seule fonction, on le sait, il y a indéniablement la liberté d'écriture dont jouissent les écrivains et qui est un droit inaliénable. Ce que je veux dire en rappelant cette mission essentielle de la littérature, c'est tout simplement que l'ouverture d'esprit, que permet l'ouverture entre autres à la littérature du monde, nous rend aptes à déceler l'universel. L'emplacement géographique du Maroc le prédispose à accueillir le monde et à faire en sorte que tous les Marocains puissent s'imprégner du souffle illimité de la création. En disant cela, je n'échappe pas bien sûr à la construction idéologique et à la représentation selon lesquelles nous serions naturellement favorables à la diversité. Les lecteurs sont souvent prisonniers de carcans d'une littérature supposée nationale. Il faudrait donc faire en sorte qu'on puisse suivre dans le choix que nous faisons de nos lectures, de nos sensibilités propres, mais en même temps que de faire son miel des siens, savoir importer les autres pour en enrichir davantage le pluriel de son être. Se pose avec acuité la question du lectorat. Pour qui écrivons-nous en français? Pour qui écrivons-nous tout court? Nous écrivons pour des lecteurs à venir qui n'existent pas encore. Les rares lecteurs dont on peut se targuer sont urbains, cultivés, disposant d'une culture pour recevoir la culture, la littérature. La littérature que nous produisons est une littérature donc forcément hybride, c'est-à-dire faite pour ici et ailleurs, faite d'ici et d'ailleurs. Elle doit essentiellement être adressée aux lecteurs d'ici si elle veut accéder à l'université. Cela, les écrivains le savent pertinemment. C'est pourquoi ils estiment que la littérature a forcément un lien fondamental avec le local. L'idée est celle d'une fidélité à soi-même, au lieu d'où l'on parle et dont on parle, ou encore dont on est issu ou que l'on porte en soi. Les exemples d'écrivains qui illustrent parfaitement ce que je viens de dire sont légion. C'est le meilleur moyen pour moi d'accéder ou de prétendre pouvoir accéder à l'universel. Merci de votre attention. Merci Khaled pour cette belle communication. Donc, je reviens un petit peu sur les points essentiels soulevés par votre intervention. Vous êtes parti donc d'un article d'André Gide intitulé Nationalisme et littérature, et vous avez essayé de montrer comment, à travers l'ironie, donc l'auteur a essayé de déconstruire le discours nationaliste. Alors Gide se pose comme un défenseur, je dirais, de une littérature non pas nationale mais repliée sur elle-même, mais une littérature, comme il le dira, passerelle entre les peuples, en dehors, et là je cite M. Afraq-Gide, d'une vision exclusiviste. Donc il appelle donc un cosmopolitisme littéraire, précurseur d'un humanisme nouveau, et qui porte en lui-même donc des œuvres universelles qui reflètent la vision du monde. Alors, sans plus tarder, j'accorde la parole à M. Khalid Zikri. Je rappelle que M. Khalid Zikri, donc il se passe de présentation, mais je vais quand même le faire, est professeur et directeur du laboratoire de recherche sur la culture, le genre et la littérature. Il fut invité donc, par différentes universités allemandes, entre autres Leipzig, Mannheim et Aachen. Parmi ses publications, je peux citer Incipit et Clausule, paru en 2004, Fiction du réel, 2006. Il a également co-dirigé des travaux avec Al-Haq Sahan, un écrivain de l'engagement, paru en 2006, Récit du corps au Maroc et au Japon, paru en 2011, Lire les villes marocaines en 2013 et Repenser au Maghreb et l'Europe en 2010. Alors, je tiens à préciser aussi qu'un livre prochain sortira,
Et donc, il aura pour objectif et pour problématique donc, de défendre et de présenter la modernité arabe. Un dernier mot aussi pour dire qu'il co-dirige actuellement un projet sur les traces de Saint-Augustin au Maghreb. Alors, sans plus tarder, M. Khalil Zikri va nous présenter donc sa communication qui tournera autour de la nation à l'ère de la globalisation. Merci Khalil. Merci Salima pour cette présentation. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet avec une brève introduction pour un peu introduire mon sujet, nation et globalisation. Là, je me lance dans une aventure qui risque de tourner en mésaventure parce que ce sont des notions très compliquées et notamment la notion de nation qui a été abordée sous différents angles. Et à la limite, on peut trouver un compromis avec la notion de globalisation qui est récente, mais celle de nation qui est très ancrée dans les études historiques, politiques, anthropologiques, etc. Bon là, il faut choisir un angle d'attaque. Alors l'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est le départ. D'abord, je vais restreindre mon sujet à la nation arabe et je vais expliquer un petit peu quelles sont les variations de cette notion telle qu'elle a été développée dans le monde arabe le monde arabo-musulman, à partir de deux auteurs, Jamal al-Din al-Afghani et Michel Aflaq. Et dans un second temps, je vais voir un petit peu comment cette nation s'est développée au contact de la globalisation, ce que j'appelle l'arabe global, d'une certaine manière. Alors, une chose déjà, la nation est un terme en arabe et en français qui, à peu près, se recoupe dans ces éléments scéniques. Nation vient de natio, c'est-à-dire, du natio latin, c'est-à-dire naître, du verbe naître. Donc, la nation est en lien avec la naissance, avec l'origine. Et dans la langue arabe, donc la nation, l'origine, la mère aussi, puisque la naissance de la mère. Et en arabe, l'umma est aussi une variation phonétique sur la notion de et donc la notion de naissance également, hein, et d'origine d'une certaine manière, le lieu d'où l'on vient, ou l'imaginaire d'où l'on vient. Donc, en langue arabe et en langue française, pas seulement française, mais aussi anglaise, eh bien, c'est espagnol, etc., les langues d'origine latine, même si l'anglais n'est pas du tout d'origine latine, mais en tout cas, les langues d'origine latine, il y a ce lien entre naissance et nation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui concerne plus particulièrement le monde arabe, dans le cas du monde arabe, c'est la nation qui désigne une collectivité, s'est constituée sur la base d'une sélection mémorielle théorisée à travers justement ce concept de Ummah, dont l'acception est à la fois religieuse et politique. Et on sait très bien que dans les différentes théories de la nation, à commencer par la référence, disons, sur laquelle l'Europe s'est beaucoup appuyée, celle d'Ernest Renan, dans son dialogue avec certains historiens allemands, dans un texte qu'il a intitulé « Qu'est-ce qu'une nation ?», eh bien, justement, il y a une distinction entre la nation politique, qui est une collectivité, la prise, enfin, je crois que cette prise ne marche pas, la nation politique, parce que mon texte, il y a des références, il y a des citations. Non. Il y a une autre prise. Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, donc la nation, en tant que collectivité politique, elle est fondée sur des paramètres qui ne sont pas des paramètres religieux. Et la collectivité religieuse est fondée sur des paramètres qui, en principe, en tout cas tels que la notion a évolué en Europe, c'est sécularisé, la nation politique, c'est sécularisé, c'est distancé par rapport à la notion de communauté religieuse. C'est-à-dire qu'au fait, il y avait au départ une communauté religieuse, et avec la sécularisation culturelle, on est passé à une communauté politique. Et la distinction entre le politique et le religieux, en tout cas dans la pensée politique européenne, est devenue un objet de discussion très fort à partir de la seconde moitié du
19e siècle. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le monde arabo-musulman, notamment dans sa version sunnite, parce que le monde arabo-musulman n'est pas homogène. Ça marche. Si, ça va. Le monde arabo-musulman n'est pas homogène, puisqu'il y a des chiites, il y a des sunnites au moins, et ce que je vais développer concerne davantage la notion telle qu'elle a évolué chez un penseur comme Al-Afghani. Jamal ad-Din Afghani incite les musulmans à revenir à leur islam originaire pour constituer une force unifiée au-delà de leur nationalité ethno-linguistique et politique. Cette conception est liée à la conception universaliste même de l'islam, qui ne se veut pas comme une religion territorialisée ou ethnicisée, mais qui se veut comme une religion touchant au monde entier, touchant à l'individu là où il est, touchant à l'univers entier. Donc, il y a une cohérence conceptuelle chez Jamal ad-Din Afghani en excluant de la notion de nation islamique le côté ethno-linguistique et le côté politique qui sont imbriqués dans la construction nationale par le biais religieux. C'est pour cela qu'il se soulève d'ailleurs contre l'idée même de tolérance. Alors évidemment au XIXe siècle, de jeunes modernistes qu'on appelait des libéraux étaient très portés sur la notion de tolérance. Or, Jamal ad-Din Afghani, dans un texte qu'il a publié dans Al-Urwa al-Wuthqa, un journal qu'il avait fait dans son exil parisien avec Mohamed Abdou, eh bien, il fait un article qui s'appelle Al-Asabiya. Et en fait, par rapport à la question de la tolérance qu'on appelait à l'époque At-Tasamuh. Ce qu'il reproche à cette notion, At-Tasamuh, la tolérance, d'ailleurs il écrit le mot Tasamuh en langue arabe, c'est le fait que cette notion stigmatise l'exhortation à la solidarité inconditionnelle entre les membres d'un groupe en les qualifiant de fanatiques. C'est-à-dire que la notion de tolérance stigmatise la notion de Asabiya. Or, la notion de Asabiya, on sait très bien qu'elle a été développée par Ibn Khaldoun et elle va être reprise par Jamal ad-Din Afghani, selon qui les tenants de la tolérance affaiblissent les liens entre les membres d'une nation conçue pour lui en tant que communauté religieuse. C'est pour cette raison qu'il s'est érigé en apologiste de l'esprit de corps. L'Asabiya, c'est en fait l'esprit de corps, terme qui, sur le plan sémantique, renvoie à l'idée de solidarité entre les membres d'une communauté, quelle que soit sa configuration. Et ce terme renvoie donc à l'idée d'une solidarité de groupe. Le mot « at-ta'assub », dérivé de al-Asabiya, signifie, dans les dictionnaires arabes, aussi bien al-Muhit que les lisan arabes, solidarité et défense contre l'ennemi. Mais son évolution lexicale moderne en a fait un synonyme de fanatisme. Le mot al-muta'assib, qu'on utilise pour désigner une personne fanatique, n'existe pas dans les dictionnaires arabes classiques. C'est le mot al-asabi qui est mentionné dans ces dictionnaires pour désigner une personne qui soutient sa famille paternelle, al-asaba, et fait preuve de solidarité avec elle contre ses adversaires de manière inconditionnelle. Le côté patriarcal de la construction nationale apparaît en filigrane dans cette définition. Le lien sémantique entre toutes ces dérivations lexicales réside dans l'idée de solidarité par laquelle un groupe humain renforce son unité organique. Alors, un autre texte de Al-Afghani va prolonger celui-ci, j'y reviendrai, mais je citerai d'abord ce qu'il dit sur l'Asabiya, par rapport à la notion de tolérance. Je cite Al-Afghani: l'unité organique entre ceux qui partagent une religion et les principes de ses croyances de manière consensuelle est l'une des vertus les plus nobles de l'humanité, à condition que cette unité organique soit modérée et exempte d'attitudes oppressives et diffamatoires à l'égard de celui qui est différent. Je montrerai également toute la contradiction de cette définition. À la fois, il montre qu'il est tolérant à l'égard de la différence,
il critique la notion de différence, mais en même temps, il met au cœur de l'unité l'appartenance religieuse. Or, l'appartenance religieuse est fondée sur un ensemble de dogmes, et celui qui s'écarte des dogmes, eh bien, il se pose comme un élément de questionnement face à la communauté. Et on peut se poser la question suivante: peut-on réellement fonder une communauté, une nation sur des fondements religieux en acceptant la différence dans cette même société? La question se pose parce que le dogme est parfois inébranlable, d'ailleurs souvent inébranlable. Il n'en demeure pas moins qu'au fait, il s'agit tout simplement chez Al-Afghani d'une rhétorique dont le but consiste à mobiliser les musulmans sous l'Empire ottoman, mais aussi et surtout contre l'impérialisme européen de l'époque. Donc il veut mobiliser les musulmans de tous bords sans donner aux minorités qui émergeaient à l'époque de manière forte le sentiment d'être exclus de la solidarité communautaire. Alors même si l'équivalence sémantique entre al-Asabiyya et la solidarité est attestée par le dictionnaire encyclopédique Lisan al-Arab, il n'en demeure pas moins que le sens de ce terme reste dogmatique sous la plume d'Al-Afghani. L'autre article, toujours publié dans Al-Urwa al-Wuthqa, le lien indéfectible, eh bien, s'intitule Madi al-Umma wa hadiruha wa ilaju ilaliha. C'est ça. Madi al-Umma wa hadiruha wa ilaju ilaliha. Donc, ce qu'on peut traduire approximativement par le passé et le présent de la nation, ainsi que les remèdes à ces mots M-A-U-X. Eh bien, dans cet article, Al-Afghani retrace les grandes lignes idéologiques de sa conception de la nation islamique. Cet article met l'accent sur le fait que la nation arabo-islamique n'avait aucune existence avant l'avènement de l'islam, et c'est grâce à cette religion qu'une grande civilisation a pu naître. C'est un peu sa thèse principale dans cet article. Et n'oublions pas que le verbe naître apparaît ici. La nation arabo-musulmane est née à partir justement de l'islam selon lui. Il ajoute que les différentes dissensions entre musulmans ont conduit à les affaiblir et à en faire un corps malade en proie aux convoitises des conquérants européens, essentiellement français et anglais. Dans cet article, il utilise un langage physiologique, ce qui est un peu normal pour le 19e siècle, la seconde moitié, qui était un petit peu un siècle organiciste, où on analysait la société, les phénomènes sociaux, les phénomènes de foule également, avec un arrière-plan scientiste et évolutionniste. Donc son langage est organiciste dans cet article, puisqu'il parle d'un corps malade, d'affaiblissement, il parle également des organes, d'organique, de solidarité entre les organes, etc. Et cette utilisation de la nation arabo-islamique fondée sur le paradigme religieux, en fait, son objectif consiste principalement à unir la communauté musulmane sous le règne d'un même calife. C'est toujours la même histoire qui revient, et à l'époque, il y avait le début d'une crise du califat. Et du coup, il fallait théoriser la nation en fonction de, justement, cet homme qui va unir la nation arabo-islamique sous le paradigme du califat. Ça, c'est pour un théoricien, on va dire, religieux, hein, pour le dire rapidement, qui a d'ailleurs dialogué avec Ernest Renan, mais sur un autre plan, concernant le lien entre islam et religion. Un autre théoricien, cette fois-ci, qui a l'air d'être séculier, qui a l'air d'être progressiste, si vous voulez, c'est Michel Aflaq, le Syrien Michel Aflaq. Il a écrit un article en 1943, le titre est très révélateur d'ailleurs, qui s'appelle « Dhikra al-Rasoul al-Arabi ». Il a publié cet article par la suite dans le premier volume d'une série intitulée « Fi sabil al-Ba'th » pour le Ba'th. Le Ba'th étant le parti unioniste arabe qu'il avait fondé avec d'autres nationalistes. Dhikra al-Rasoul al-Arabi. Remarquez qu'il parle de Rasoul, il ne parle pas de Nabi,
il parle de Arabi, il ne parle pas de musulman. C'est un chrétien, Michel Aflaq. Et dans cet article, l'idée qu'il développe, c'est qu'en fait, le prophète est un homme qui a su unifier des tribus arabes et qui a donné corps à une nation arabe. Le prophète devient ici le grand homme, c'est-à-dire le grand homme. Freud avait parlé du grand homme dans Moïse et le monothéisme. Et l'idée du grand homme, c'est cet unificateur, c'est ce catalyseur autour duquel va se constituer la force de la nation arabe. Et c'est cette idée qui est directrice dans l'article de Michel Aflaq. Alors, il nous dit que ce n'est pas le côté religieux du prophète qui nous intéresse, et là encore, il va y avoir des contradictions, c'est plutôt le côté unificateur de ce grand homme, ce qu'on pourrait appeler aussi l'homme providentiel, d'une certaine manière, et qui va unir les tribus arabes, et qui va donc donner naissance à une nation arabe. Dhikra al-Rasoul al-Arabi, ça c'est le titre, mais dans le texte, il parle de la révélation, il essaie de la séculariser, et il parle du prophète en tant que prophète musulman, et il utilise le mot foi, le mot iman, al-iman. D'ailleurs, le premier chapitre dans lequel cet article est publié s'appelle al-iman. Ce chapitre-là met l'accent sur la construction de la nation à partir de la foi. La foi est au centre de la conception que Michel Aflaq se fait de la nation arabe. Et cette foi, elle court-circuite d'une certaine manière à la fois la dimension historique de la construction nationale et la dimension anthropologique des relations des hommes à leur culture. Bien que cela puisse paraître transcendantal, eh bien, la cause nationale nécessite selon lui une foi profonde qui dépasse les lois et les preuves logiques et rationnelles. Alors vous voyez, à la fois il va rationaliser ou d'une certaine manière séculariser la figure du prophète, il va lui enlever ses attributs strictement religieux pour en faire le grand homme, donc il va le séculariser.